Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre une audition sur l'affaire, sur le scandale Lactalis mercredi. Alors que les acteurs de la grande distribution étaient auditionnés au Sénat, on apprenait que plusieurs enseignes avaient remis en rayon des lots incriminés, des lots qui leur avaient été retournés par leurs clients la veille. C'est Patrick de Haumont, le directeur général de l'alimentation, c'est un organisme qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, qui avait affirmé cette fois-ci que Lactalis n'avait pas transmis les résultats d'autocontrôle positifs à la salmonelle de son usine de Cran. Le groupe laitier, on le sait, est au cœur d'une grave crise sanitaire. Après l'annonce en décembre de la contamination par des salmonelles de 37 nourrissons en France. Lactalis qui est visé aujourd'hui par plus de 30 plaintes de familles de victimes de cette contamination. Voilà, donc tout de suite, je vous propose cette audition. Mes chers collègues, nous allons commencer cette nouvelle audition. Donc la Commission des affaires économiques en commun avec la Commission des affaires sociales, a lancé un cycle d'audition, vous le savez, dans le but d'éclairer ce que les médias appellent désormais l'affaire Lactalis, c'est-à-dire la commercialisation des laits infantiles infectés par des salmonelles. Ce cycle, je le redis à chaque fois, mais je souhaite le redire ici, n'a pas vocation à faire du Sénat un tribunal, alors que les actions devant les juridictions pénales ont été initiées par les parents des nourrissons contaminés. Notre démarche vise davantage à comprendre les dysfonctionnements intervenus dans ce dossier afin d'éviter, Monsieur le Directeur, qu'ils ne se reproduisent. Nous avions la discussion il y a quelques instants. En 2018, les consommateurs français attendent évidemment une sécurité alimentaire sans faille, qui se doit d'être d'autant plus stricte que les produits industriels sont destinés à des publics fragiles, comme ici, c'est le cas avec les très jeunes enfants. Dans le cadre de ce cycle, nous entendons toute la chaîne des acteurs, Monsieur le Directeur, depuis le producteur, l'entreprise Lactalis elle-même, que nous avons déjà reçue, jusqu'aux distributeurs que nous recevrons demain sous forme de table ronde et aux représentants des consommateurs. Si les entreprises sont les premières responsables de la sécurité des produits qu'elles mettent sur le marché, l'État a lui aussi un rôle de contrôle à jouer après avoir reçu la DGCCRF, Santé publique France ainsi que la Direction générale de la santé. C'est tout naturellement à ce titre que nous vous recevons, Monsieur le Directeur général, cet après-midi. La DGAL est chargée notamment de vérifier la qualité et la sécurité des aliments à tous les maillons de la chaîne du producteur au consommateur. Cette mission se traduit par l'élaboration d'une part de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments et d'autre part à la définition de la politique de contrôle des installations concernées au regard de l'agrément sanitaire qu'elles ont reçu. Ces inspections, sauf erreur de ma part, sont conduites par les agents des directions départementales interministérielles en charge de la protection des populations, ainsi que par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture, de la forêt, sur une fréquence qu'elles déterminent en fonction de leur analyse de risque. Virginie Beaumenier nous a expliqué que vos missions et celles de la DGCCRF sont complémentaires. Aussi vais-je vous poser des questions à peu près similaires. La chronologie des faits présentés par la presse indique que l'autorité administrative a agi une fois la crise sanitaire déclenchée. La question centrale s'énonce donc différemment. L'autorité administrative agit-elle suffisamment en amont ? La première contamination du site de Cran à la salmonelle en 2005 aurait-elle dû faire en sorte que ce site soit fléché particulièrement à risque et peut-être inspecté plus fréquemment par les services compétents. Aussi, Monsieur le Directeur général, souhaiterions-nous savoir que vous nous rappeliez quelles actions mènent vos services sur le terrain dans le but d'assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Vous nous préciserez comment s'articulent ces actions avec la procédure d'autocontrôle par les producteurs de la conformité de leur lieu de fabrication aux normes d'hygiène sanitaire. Et je sais que vous avez des choses à nous dire en ce domaine. Au cas d'espèce, quelles ont été les actions menées par les services du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation depuis le premier épisode d'infection à la salmonelle sur le site de Cran en 2005 ? Enfin, selon vous, comment s'expliquent les défaillances constatées et quelles voies d'évolution pourraient être mises en place pour qu'elles puissent être évitées à l'avenir ? Avant de vous laisser répondre à ces premières questions, je vais naturellement passer la parole à mon collègue Alain Milon des Affaires sociales. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, quelques mots complémentaires pour souligner l'importance de ce cycle d'audition que nos deux commissions ont décidé de mener conjointement. Après avoir entendu la semaine dernière les autorités sanitaires de l'État,
j'ai la conviction que le dispositif mis en place pour agir en cas d'alerte sanitaire a montré son efficacité. Dans le cas qui nous intéresse, la chaîne allant de la transmission des premiers signalements à la mobilisation des opérateurs sanitaires a fonctionné. En revanche, vous l'avez dit, Madame la Présidente, s'agissant des contrôles opérés en amont, en particulier des autocontrôles, des marges de progrès existent pour mieux garantir la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Aussi, souhaiterions-nous connaître votre appréciation, Monsieur de Hautmont, sur cette question. Quelles sont les améliorations que vous jugeriez utile d'apporter au dispositif de contrôle afin d'éviter de nouveaux dysfonctionnements? Je vous remercie de la réponse. Je voudrais aussi vous adresser, mes chers collègues, mes excuses, mais à 17h30, dans le cadre d'une autre commission d'enquête sur l'état des EHPAD, a lieu à 17h30 et nous recevons le professeur Novella, qui est le créateur des Pathos, et je dois aussi présider cette commission. Donc à 17h30, je vous quitterai avec d'autres collègues de la commission des affaires sociales, mais M. Daudigny me remplacera ici à cette place. Merci. Monsieur le directeur général. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci pour votre invitation. Je vais essayer de vous dresser un peu effectivement un état de situation comme vous l'avez souhaité, puis je serai bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions dans la mesure du possible. Alors tout d'abord peut-être rappeler en quelques mots très rapidement que la Direction générale de l'alimentation au sein du ministère de l'Agriculture est une direction que je qualifie de régalienne, qui est en charge de missions de sécurité sanitaire. Alors dans le domaine des aliments, mais de manière un peu plus large aussi, puisque nous avons aussi la question de la sécurité sanitaire des productions végétales, d'une part, et des productions animales d'autre part. Donc ça, c'est un point qui me semblait important de souligner. La DGAL, comme vous l'avez indiqué, Madame la Présidente, est en charge de l'élaboration et de la négociation des réglementations qui sont très souvent d'essence communautaire. Et ensuite, elle est en charge de la mise en œuvre opérationnelle des inspections et des contrôles par les services de l'État pour s'assurer que les professionnels satisfont bien à leurs obligations. Ce dispositif, il repose effectivement sur un certain nombre d'agents de l'État en administration centrale, à la DGAL, qui ne travaillent pas seuls, mais qui travaillent en interrelation étroite avec d'autres départements ministériels. Vous avez l'occasion de citer la Direction générale de la santé, la Direction générale de la concurrence, consommation, répression des fraudes. Nous avons aussi l'occasion, bien sûr, de travailler avec Santé publique France ou avec l'ANSES, pour ne prendre que quelques exemples. Mais nous revendiquons effectivement une présence forte, à la fois en termes de conception sur la sécurité sanitaire et une présence sur le terrain, puisque l'intervention de l'État en la matière nécessite que l'on ait des gens qui soient compétents, formés techniquement, pour réaliser ces inspections, que l'on ait des gens sur le terrain en mission d'inspection, et puis que l'on ait une chaîne de commande pour pouvoir agir, donner des instructions, et puis que ces opérations d'inspection puissent être réalisées. Et comme vous l'avez indiqué, c'est essentiellement, alors dans le domaine des denrées animales, les directions départementales de protection des populations qui sont en charge de cela sous l'autorité des préfets de département. Dans le domaine végétal, nous travaillons avec les DRAF, Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, sous l'autorité des préfets de région. Donc, élaboration des textes, contrôle des établissements, et je vais revenir sur les déterminants de ces contrôles et inspections des établissements. Mise en œuvre de ce qu'on appelle des PSPC, un nom barbare pour désigner les plans de surveillance et les plans de contrôle, qui sont en fait des plans de prélèvement et d'échantillonnage de différentes productions sur le territoire pour avoir une vision des niveaux de contamination, quels qu'ils soient, que ce soit microbiologique, chimique, physique, par exemple. Nous avons au sein de la DGAL, par ailleurs, une unité spécifique de gestion des urgences sanitaires, dont Marie-Pierre Donguier est en charge et qui était présente dans la salle, puisque nous sommes amenés à gérer un certain nombre d'urgences sanitaires au quotidien. On parle de l'affaire Lactalis aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'affaire Fipronil au mois d'août dernier, et on pourrait parler aussi d'influenza aviaire, de Xylella ou de bien d'autres sujets encore. Et puis nous avons aussi une structure, je vous rassure, je ne vais pas égrener l'ensemble des structures de la DGAL, mais une dernière structure je voudrais citer, qui est la BNEVP, un nom barbare là aussi, pour désigner la Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, qui est amenée à faire des investigations, soit de nature administrative, à ma demande, soit de nature judiciaire,
un peu à l'image de ce que fait le SNE, le Service national d'enquête de la DGCCRF. Et là, ce sont des investigations judiciaires qui interviennent dans le cadre de fraudes organisées. Dans le cas d'espèce, au niveau de Lactalis, c'est en fait le SNE, le service des fraudes, qui est intervenu, et je reviendrai, je réexpliquerai pourquoi. Mais voilà, on a ces structures qui sont importantes en termes d'appréhension nationale ou extranationale de certains systèmes frauduleux. Je voulais le rappeler. Pour effectuer ces différentes missions, nous disposons de moyens. Là aussi, je ne vais pas vous abreuver de détails, mais indiquer que l'action au niveau de l'administration centrale repose sur l'activité à la DGL d'un peu plus de 200 agents. Et sur le terrain, au sein des DDCSPP, le programme 206 permet d'allouer un certain nombre d'effectifs, alors soit en DDCSPP, soit en DRAF, pour les missions de contrôle, d'inspection et de contrôle. Et c'est un effectif d'environ 4600 ETP, équivalent temps plein, qui sont disponibles pour assurer l'ensemble de ces missions d'inspection et de contrôle. Alors ce sujet de la sécurité sanitaire est très régulièrement questionné en termes de capacité d'intervention, de compétences et de quantitatifs. Beaucoup de rapports, d'ailleurs, ont travaillé sur ces questions. Le Sénat, en 2017, a fait un rapport sur le sujet. La Cour des comptes y est revenue régulièrement. Les missions de la Commission européenne reviennent aussi régulièrement sur ces questions. Et de manière constante, depuis ces dernières années, le gouvernement, que ce soit le gouvernement précédent ou le gouvernement actuel, a réaffirmé la priorité à la sécurité sanitaire. Et nous avions eu, les 3 années passées, une augmentation, un début de remontée des effectifs qui avait particulièrement fondu depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, avec la création de 60 postes par an pendant 3 ans. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, a défendu le maintien des effectifs tout en soulignant qu'il conviendrait d'augmenter ces effectifs sur le moyen long terme. Il l'a dit publiquement à plusieurs reprises. Et puis nous avons eu, compte tenu des enjeux sanitaires et des crises que l'on a connues, je pense notamment à l'influenza aviaire, une augmentation significative sur le budget 2018 des budgets d'intervention, si je puis dire, puisque hors T2, hors personnel, donc le T2 étant resté à l'équilibre par rapport à 2017, nous avons pu bénéficier d'une augmentation de 12% des budgets d'intervention, au motif qu'effectivement nous avions défendu la nécessité de pouvoir faire de la prévention et de la surveillance dans le domaine sanitaire, mais prévention et surveillance par des systèmes de surveillance, tout compris végétal, animal, alimentaire. Mais ça, ce ne sont pas des personnels d'inspection, puisque ce ne sont pas des emplois. Et nous avons des éléments concernant le benchmarking en fonction des États, des différents États membres, sur les moyens consacrés. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner quelques éléments sur ces sujets qui montrent les niveaux de pression, de contrôle et d'intervention d'un pays à l'autre et qui sont extrêmement révélateurs. En matière d'organisation des contrôles, alors je rappellerai que dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, je vais refermer un peu le prisme, le premier enjeu, c'est bien sûr la santé publique. Ça, c'est un credo que je développe en permanence, c'est bien la santé publique, sachant que la santé publique, c'est aussi un sujet de compétitivité pour les entreprises, parce que c'est un équilibre de concurrence entre les entreprises lorsqu'elles sont inspectées de manière équivalente. Et puis c'est un élément aussi de compétitivité pour l'export ou pour les échanges, parce que le travail que l'on fait en matière d'inspection alimente le travail de certification à l'exportation, puisque nous avons aussi à délivrer les certificats d'exportation, et ce qui nous permet d'expliquer aux pays avec lesquels on négocie les exports l'organisation du système français et les garanties que l'on apporte. Et je ne vous cache pas, dans l'exemple qui nous intéresse aujourd'hui, que l'affaire Lactalis nous pose quelques difficultés. Je pense notamment au marché chinois, puisque les autorités chinoises nous demandent des comptes, et c'est bien normal, parce qu'ils sont très loin, ils aimeraient comprendre ce qui s'est passé en France. Ils ont une grande confiance dans le système français, là c'est un peu écorné. Et comme ils ont eu, en ce qui les concerne, il y a un certain nombre d'années, des accidents dramatiques avec la mélamine, pour ceux qui s'en souviennent, et où là, il y avait eu mortalité, ça met à mal une filière française qui était réputée comme une filière d'excellence. Donc, je voulais là aussi le souligner. En ce qui concerne le dispositif réglementaire, vous l'avez dit, Madame la Présidente, dans votre propos introductif, la première responsabilité, c'est la responsabilité du professionnel. Et ça, c'est le résultat du paquet hygiène, qui a été publié au 1er janvier 2006, qui regroupe ce qu'on appelle le paquet hygiène, vous le savez peut-être, mais c'est un ensemble de règlements communautaires
qui en fait a été élaboré au début des années 2000 pour finalement rationaliser l'ensemble du dispositif européen, parce que tout le dispositif est d'essence européenne, mais il y avait un foisonnement de textes qui s'étaient juxtaposés, accumulés, et il fallait d'une part rationaliser tout cela, repositionner les niveaux de responsabilité de chacun, des professionnels, des autorités compétentes, et puis en outre faire des règlements plutôt que des directives pour assurer une meilleure harmonisation sur le territoire. Alors, la première responsabilité professionnelle fait que le professionnel, effectivement, a une obligation de résultat sur la sécurité sanitaire de ces produits, notamment des aliments qu'il met sur le marché. Alors, je ne vais pas égrener les règlements parce qu'il y en a au total 3, 6, il doit y en avoir 7, donc je vous rassure. Mais il y a un règlement fondateur sur le principe de la sécurité alimentaire, un certain nombre de règlements qui concernent les exploitants et leurs obligations, qu'il s'agisse d'aliments en général, de denrées animales, alimentaires, d'aliments pour animaux. Et puis, il y a des règlements pour les autorités sur effectivement les contrôles qu'il y a à assurer, avec notamment un règlement qu'on appelle le règlement contrôle officiel, qui définit les règles d'intervention de l'État en la matière, avec une préoccupation majeure, d'une part, de compétence dans l'intervention des services, mais aussi d'indépendance et d'impartialité dans le travail de l'inspection, parce que le travail de l'inspection nécessite de l'indépendance et de l'impartialité. Et puis, il y a des dispositions spécifiques, avec des règlements spécifiques concernant les denrées animales et d'origine animale. Donc, nous sommes concernés par cela aujourd'hui, avec notamment le principe de l'agrément, puisqu'un établissement qui n'est pas simplement en remise directe en matière de denrées animales et d'origine animale, doit disposer d'un agrément qui lui permet de fonctionner. On est dans le cas de figure du lait et des produits laitiers avec l'affaire Lactalis, par exemple. Pour disposer de cet agrément, un établissement doit bien sûr avoir des installations qui sont jugées conformes, des règles de fonctionnement et des procédures, des compétences au niveau des personnels, donc un ensemble de données, qui font l'objet d'inspection, alors à la fois concrètement dans l'usine par exemple, et puis au niveau documentaire. Et puis le professionnel doit mettre en œuvre ce qu'on appelle un PMS, un plan de maîtrise de la sécurité sanitaire. Ce PMS définissant les règles de sécurité à mettre en œuvre, définissant les autocontrôles à mettre en œuvre. Alors faisons bien la différence, je pense que vous le savez, mais je le rappelle, entre autocontrôle et contrôle officiel. L'autocontrôle, c'est le contrôle fait par le professionnel. Le contrôle officiel, c'est le contrôle fait par l'autorité compétente, donc en l'occurrence l'État. Et cet autocontrôle, qui doit faire partie du PMS, eh bien en fait, il comprend notamment des analyses. Parce que l'autocontrôle, c'est plus large que les analyses. Et il comprend des analyses qui peuvent être des analyses de produits ou qui peuvent être des analyses d'environnement, puisqu'en fait, le professionnel doit définir des critères de sécurité et des critères de maîtrise sanitaire. Et sur la base de ces éléments, il doit aussi définir dans son PMS des mesures d'intervention lorsque des anomalies sont identifiées. Et les services d'inspection, eh bien, ils vérifient l'état de l'établissement, le fonctionnement au quotidien lorsqu'ils sont en visite. Ils vérifient la documentation et ils doivent s'assurer donc, que le PMS apparaît pertinent par rapport à l'activité exercée et qu'il est bien appliqué. Il y a bien deux choses, c'est d'avoir un PMS, mais ensuite c'est de l'appliquer et de mettre en place des actions correctives lorsque des anomalies sont constatées. Voilà en quelques mots le dispositif tel qu'il est prévu. Alors, donc là, j'évoquais la question des obligations des professionnels. Il y a la question de l'intervention ensuite des services de l'État. Donc, j'expliquais inspection, vérification du PMS, etc. Et nous définissons, pour définir les fréquences d'inspection, nous faisons ce qu'on appelle une analyse de risque et nous classons le niveau de risque de l'établissement, ce qui permet de définir une pression de contrôle. Alors, sachant qu'il y a un deuxième paramètre, il y a bien sûr le niveau de risque de l'établissement, et le deuxième paramètre, ce sont les moyens disponibles que l'on doit répartir sur l'ensemble des établissements à contrôler, sachant que les établissements les plus contrôlés, très clairement, sont les abattoirs, notamment abattoirs d'animaux de boucherie, puisque la particularité en abattoir d'animaux de boucherie, c'est que chaque carcasse fait l'objet d'une inspection spécifique et d'un estampillage. Donc là, c'est un point particulier, mais ça mobilise 1400 agents environ. Et donc le reste des agents est réparti sur de l'inspection aliments, animale, végétale.
Et on a tous les chiffres détaillés en cas de besoin. Donc la fréquence est définie de cette façon, et c'est comme ça qu'on arrive à une fréquence d'inspection de 6 mois à 2 ans, en fonction du niveau de risque d'un établissement qui fait l'objet d'un agrément. Tout ce dispositif, tel qu'il est calibré, fait l'objet d'audits, alors d'audits internes, pour s'assurer, par des audits internes mais indépendants, pour s'assurer qu'on applique bien les procédures qu'on a définies. Et puis il fait aussi l'objet d'audits, soit par les services d'inspection de la Commission européenne, soit par les services d'inspection des pays tiers, par exemple la Chine, lorsqu'elle veut importer des produits sur son territoire. Mais il y a bien d'autres pays que la Chine qui viennent nous inspecter. Donc nous sommes aussi inspectés. Enfin, ce n'est pas une déclaration de principe, on pourra vous en fournir la preuve si nécessaire, mais les constats qui sont faits, c'est que le dispositif tel qu'on l'a conçu est réputé conforme, par exemple au niveau européen, et permet aussi d'obtenir la confiance de nos partenaires au niveau de l'exportation. Donc on a la faiblesse de penser que malgré la limitation des moyens disponibles, la proportionnalité est assurée le mieux possible. Donc ça, c'était le premier élément sur les fréquences. Deuxième élément, nous déployons un dispositif de mise en transparence des résultats de contrôle officiels à travers un système qui s'appelle Alim Confiance et qui peut être pour les établissements inspectés qui est accessible à l'ensemble de nos concitoyens. Et puis, dernier point sur cet aspect contrôle officiel, vous dire que nous avons environ, dans le domaine alimentaire, 400 000 établissements inspectés, dont 22 000 agréés, 55 000 inspections par an, et en matière de PSPC, plan de surveillance, plan de contrôle que j'évoquais tout à l'heure, ce sont environ 62 000 prélèvements, donnant lieu à 800 000 données analytiques par an, ce qui nous permet, globalement, sur l'ensemble des produits, d'avoir une vision du niveau de contamination chimique, microbiologique, etc. Sur le territoire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, hein. Je vous donne des éléments tout à fait factuels. Peut-être 2 mots, si vous voulez, Madame la Présidente, sur l'historique concernant l'usine de Cran, puisque c'est un point... j'ai prévu de vous parler un petit peu de l'historique, un petit peu de la crise et un petit peu des mesures d'amélioration qu'on pourrait imaginer. Comme vous aviez eu l'amabilité de me solliciter sur quelques questions. Alors, l'usine de Cran... alors, je vais être assez confortable, entre guillemets, pour vous donner des informations, parce que nous ne sommes pas impliqués dans l'affaire judiciaire au niveau... ce n'est pas nous qui avons conduit l'affaire judiciaire. Donc, je n'ai pas eu accès, c'est normal, aux données du dossier judiciaire. Voilà. Donc, je peux vous donner les éléments que j'ai recueillis en matière d'inspection et qui, pour le coup, ne sont pas frappés du secret de l'instruction, à ma connaissance. Alors, l'usine de Cran, effectivement, avait connu en 2005 un accident important avec 146 cas humains, donc sur des nourrissons. Alors, c'était une usine qui avait déjà un certain âge, puisque la première tour de séchage datait de 63. Et c'était une usine créée, c'était Celia à l'époque, qui avait été créée avant la guerre. L'épisode de 2005 a été géré par la DGCCRF. Alors ça, c'est un point, on y reviendra tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous avons un partage des compétences entre administrations centrales. Les agréments relèvent des services, enfin au niveau de la DPP du préfet, mais ils sont pilotés par la DGAL. Les produits infantiles, qui sont des produits spécifiques, relèvent, en ce qui concerne leur suivi, les retraits et rappels par exemple, de la DGCCRF. Et à l'époque, en 2005, ça avait été géré logiquement par la DDCCRF, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas fusion DSV et DDCCRF. Il y avait eu à l'époque main courante, procédure pénale, etc. Il n'avait pas été mis en évidence de dysfonctionnement à l'époque. On a repris l'ensemble des rapports, vous l'imaginez bien. Pas de dysfonctionnement. Des autocontrôles qui étaient négatifs et suite aux enquêtes, puisque l'enquête épidémio avait montré qu'il y avait des cas qui étaient liés à cette usine, des prélèvements avaient permis, au bout d'un moment, de mettre en évidence la salmonelle dans l'environnement, d'une part, et une boîte fabriquée en 2004 avait été retrouvée contaminée. Donc ça avait été objectivé à l'époque. Bon, l'enquête épidémiologique ne faisait aucun doute sur l'origine, mais il y a eu en plus des éléments analytiques. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'inspections, de suivi de l'usine, qui a pu redémarrer en octobre 2005. À l'époque, les inspections avaient conclu sur la base des inspections réalisées et contrôles que l'usine pouvait repartir. On a basculé au 1er janvier 2006 sur le paquet hygiène,
puisque les nouveaux textes étaient d'application. Et il y a eu un certain nombre d'inspections à partir de là. Je ne suis pas remonté avant. Je pourrais vous remettre un dossier d'ailleurs où il y a l'ensemble de la chronologie. On a préparé cela. Ce sera plus facile. Des inspections en 2006 et 2007, il y en avait 2 par an. Sans compter ce qu'on appelle les CPMM, les contrôles de première mise sur le marché, qui sont plutôt pilotés par la DGCCRF. Il y a eu quelques conformités de fonctionnement de la salle blanche en 2007 qui avaient été signifiées à l'entreprise. Et puis ensuite, un certain nombre de contrôles ont été effectués. Alors j'ai listé les années 2009, 2011, 2013, 4 fois, parce qu'il y avait eu des visites de la Chine, il y avait un certain nombre d'investigations qui étaient faites. 2014, 2015, 2017. Donc entre les programmations d'inspection classiques et les programmations d'inspection dans le cadre des exportations, il y a eu un nombre d'inspections relativement important, supérieur finalement à une tous les 2 ans, tel que prévu dans le texte. À chaque fois, et on a repris ça dans les rapports, on a pu visualiser que les autocontrôles, des autocontrôles non conformes n'ont jamais été identifiés au niveau de l'inspection. C'est un point d'importance, j'y reviendrai. Il y a eu donc au total 16 interventions en 10 ans. Donc ça c'est le déroulé logique. Ensuite la crise est survenue, mais néanmoins il y avait une inspection en septembre qui avait été reprise d'ailleurs dans la presse, qui était le nouvel atelier traitant des céréales, puisque c'était une inspection qui a été réalisée pour pouvoir valider les process et entre autres aussi certifier à l'exportation. Et c'est ce qui avait justifié d'ailleurs que, dans la mesure où tout était conforme, où les autocontrôles fournis étaient conformes, ce qui avait justifié de mettre sur Alim Confiance le fait que l'entreprise était satisfaisante. Mais ensuite, quand il y a eu la crise, on a enlevé cette information, puisqu'il y avait des éléments nouveaux qui justifiaient d'enlever cette information. Alors, en fait, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un décalage entre les éléments donnés au niveau de l'inspection et ce que l'on a pu récupérer comme autocontrôle suite à la crise. Parce qu'on a effectivement signifié à l'entreprise qu'il nous fallait récupérer un certain nombre d'autocontrôles, puisque des salmonella agona avaient été trouvés en 2009, 2014, une sur des produits en 2011, et d'autres sérotypes en 2013 et 2014. Donc un premier constat et un objectif d'amélioration à terme, on voit bien qu'il y a un sujet sur s'assurer que la transmission des autocontrôles par les entreprises, enfin par l'entreprise, je ne veux pas jeter le doute sur toutes les entreprises, la plupart les transmettent. Il y a une question effectivement de transmission d'autocontrôle produit qui est une obligation réglementaire lorsque le produit est mis sur le marché. La question qui se pose, c'est effectivement d'avoir des transmissions d'autocontrôle environnementaux positifs, je vais y revenir tout à l'heure. Ce qui est dommage, c'est que dans la mesure où la plupart des cas, c'est à nouveau des salmonella agona, au-delà du fait que ça n'a pas été transmis, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu finalement un questionnement au niveau de l'entreprise, je suis très direct, sur le fait que c'était quand même étonnant de retrouver une salmonella agona à plusieurs reprises au fil des années, alors qu'on l'avait trouvée en 2005. Juste pour que je comprenne, pour être sûr de bien comprendre, ça veut dire que pendant toutes ces années, il y a eu des autocontrôles d'environnement quelques-uns positifs, dont on n'a faisant pas eu apparaître une salmonelle, qui ne vous ont pas été transmises. C'est ça. Alors que vous aviez demandé l'ensemble des autocontrôles. Lorsqu'on fait l'inspection au niveau des établissements, effectivement, un des éléments de vérification du PMS, c'est la vérification des autocontrôles. Merci. Donc ensuite, chronologie de l'historique de la crise, sans trop rentrer dans le détail, parce que ça pourrait être très très long, ce que je voudrais souligner, parce que c'est un reproche qui a été fait par certains médias à l'encontre des services de la préfecture. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est que d'une part, les services ont fait à mon sens, en tant que DGAL, les services ont fait leur travail par rapport aux instructions qui leur étaient données au niveau national. Puisque les fréquences, vous le voyez avec les fréquences d'inspection, étaient respectées. Il y en a même eu plus, puisqu'il y avait aussi des éléments relatifs à l'exportation. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que lorsque la crise est survenue, c'est pas difficile, l'alerte de Santé publique France a été donnée le 1er décembre.
c'était un vendredi si je ne m'abuse. Le vendredi au soir, enfin en fin d'après-midi, la DDPP demandait les éléments, et toute la nuit, il y a eu des échanges d'éléments avec l'entreprise sur les données de contrôle. Donc il y a eu une réactivité forte, à mon avis, des services du préfet à ce moment-là. Alors ensuite, il y a eu un déroulé, bien sûr, d'investigation, avec deux dimensions dans les investigations. Une investigation judiciaire, puisque le SNE, il y a eu perquisition, le SNE est intervenu sur le site de l'entreprise. Et moi, en ce qui me concerne, dans la mesure où le sujet de l'agrément nous intéressait plus particulièrement, j'avais dépêché la Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire, Marie-Claude Boucher, très concrètement, avec la DDPP, pour s'assurer que toutes les mesures de sécurisation étaient prises, dans la mesure où le préfet avait pris un arrêté d'arrêt de l'usine. Donc on a considéré qu'effectivement, il y a un rappel des produits, arrêt de l'usine, donc la sécurité est assurée. Ensuite, alors je ne vais pas faire tout le déroulé, mais parce que je sens que je vais être un petit peu trop long sinon, mais simplement dire que j'ai aussi dépêché une inspection il y a quelques semaines de la Brigade nationale d'enquête vétérinaire sanitaire avec la DDPP et avec l'ANSES pour regarder, effectivement, comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas imaginer de donner un feu vert à une reprise de l'usine si on ne comprend pas ce qui s'est exactement passé d'une part, et si on n'a pas l'ensemble des mesures qui sont mises en place pour éviter que ça se reproduise. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et d'ailleurs, la complexité du dossier fait que M. Beignet lui-même annonçait que la tour 1 ne redémarrerait pas. C'est ce que je peux comprendre d'ailleurs. J'ai un questionnement sur la tour 2, donc nous verrons lorsque nous aurons le dossier que doit nous fournir Lactalis, probablement aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, puisque le 13 était la date indiquée, pour avoir une analyse des causes et comprendre ce qui s'est passé et voir quelles sont les mesures qui pourraient être suffisantes pour sécuriser le dispositif. Donc là, pour l'instant, je réserve la position. Donc ça, c'est un point important. Ce que l'on a constaté lors de l'inspection que l'on a faite avec l'accompagnement scientifique de l'ANSES, c'est qu'effectivement, le lait qui rentre dans l'usine fait l'objet d'une pasteurisation assez forte, d'ailleurs, même de 3 pasteurisations, me rappelle Marie-Pierre, parce que ce n'est pas un seul cycle, c'est 3 pasteurisations. Il y a une atomisation ensuite, qui est aussi un phénomène très fort pour déshydrater le lait. Et on récupère la poudre en sortie de tour d'atomisation. Il est a priori établi qu'effectivement la poudre qui sort de la tour d'atomisation est exempte de salmonelle. Il faudrait vraiment une défaillance du dispositif thermique, ce qui est toujours possible, mais bon, les diagrammes ont été contrôlés, etc. Donc la poudre qui tombe dans les bacs se recontamine manifestement dans les salles de conditionnement et dans la salle de réception de la poudre, au sortir de la tour, et dans les salles de conditionnement. D'où l'importance de la contamination environnementale, parce que c'est cette contamination environnementale qui a permis la recontamination, manifestement, je pense qu'on peut le penser très fortement aujourd'hui, qui a permis la recontamination des produits. Il y a eu par ailleurs des prélèvements sur les personnels, qui sont tous revenus négatifs. Moi, j'avais souhaité qu'effectivement on puisse clarifier ce point-là. Et puis ensuite, il y a la question de l'origine de la souche, parce que la génération spontanée, ça n'existe pas, donc elle doit bien arriver de quelque part. Il n'est pas impossible, compte tenu de tout ce qu'on accumule comme données aujourd'hui, qu'effectivement elle ait été maintenue dans l'usine. Elle est bien rentrée à un moment donné, mais elle a dû être maintenue dans l'usine et multipliée à l'occasion de nettoyage des infections, parce qu'en fait le nettoyage apporte de l'eau et les salmonelles se multiplient, et ensuite et elles adorent ça et elles restent assez facilement dans l'environnement. Donc on voit que on a un sujet à approfondir, ce qui veut dire qu'en termes de conséquences de l'ensemble de ces éléments, le premier élément, en termes d'enseignement, je vous propose 5 enseignements que l'on tire actuellement. C'est qu'il faut que l'on revisite, me semble-t-il, totalement le dispositif de maîtrise du danger salmonelle en poudre de lait, notamment infantile. Puisque, effectivement, on a un traitement thermique qui est fort, qui nous donnait l'impression peut-être d'une certaine sécurité, mais il peut se passer des choses après qui font qu'il y a des recontaminations.
Alors, je ne veux pas pointer du doigt toutes les entreprises qui fabriquent des poudres de lait, parce qu'on a ce cas-là qui effectivement est grave, mais on n'en a pas d'autres. Mais moyennant quoi il faut qu'on revisite le dispositif. Et j'ai souhaité lancer un processus d'inspection d'ici la fin du mois de mai de l'ensemble des usines françaises qui fabriquent des poudres de lait, infantiles ou non. J'ai réuni d'ailleurs les directeurs départementaux concernés il y a maintenant une dizaine de jours. Et donc nous allons d'une part revérifier l'ensemble des PMS, l'ensemble des installations, et nous avons prévu aussi un certain nombre de questionnements pour évaluer les niveaux de risque. Et nous ferons une saisine de l'ANSES qui nous aidera sur un plan scientifique à recalibrer peut-être certaines conditions de production de ces produits. Donc ça, il faut être ouvert. Je ne veux pas dire qu'il faut aller jusqu'à une salle blanche strictement stérile à la sortie des poudres. Après l'atomisation, il faut maîtriser le traitement d'atomisation, mais comment est-ce qu'on protège la salle où on obtient les poudres? Est-ce qu'il ne faut pas de la surpression en termes d'air? Enfin, il y a un certain nombre de sujets techniques, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais vous voyez, il y a un certain nombre de questions à se poser et il nous faut un appui scientifique sur ce sujet-là, qui pourra bénéficier aussi d'ailleurs à des pays voisins. Hein. On ne doit pas être les seuls à fabriquer de cette façon-là. Donc ça, on a une question donc, sur la maîtrise du danger salmonelle. Le deuxième point, c'est de renforcer, c'est quelque chose de fondamental, l'obligation d'information des autorités lorsqu'il y a des anomalies, y compris lorsque ce sont des autocontrôles d'environnement. Et le ministre a souhaité qu'à l'occasion du projet de loi sur les EGA, on puisse avoir une disposition qui permette de systématiser cette transmission, puisque aujourd'hui, la seule obligation, c'est de transmettre les autocontrôles défavorables sur des produits qui ont été mis sur le marché. Donc un produit qui n'est pas mis sur le marché ou un contrôle d'environnement n'a pas à être notifié. Donc il n'y a pas forcément faute à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point important. Il faut que l'on collecte de la donnée. Il ne s'agit pas d'assassiner qui que ce soit, mais pour pouvoir inspecter et faire avancer le dispositif, il faut collecter de la donnée et il faut que les entreprises transmettent des éléments. Le troisième élément, ce sont des sujets de traçabilité. On a bien vu qu'à l'occasion des rappels, on a été vraiment en difficulté, puisqu'il y a eu des défaillances dans les rappels au niveau de la grande distribution. Donc il faut qu'on remplace le... Pas que. Oui, non, vous avez raison, pas que. Pas que. Donc, mais il faut qu'effectivement on renforce les éléments de traçabilité jusqu'au consommateur. Le quatrième point que je citerai, c'est l'amélioration de l'information du consommateur, parce que c'est toujours un sujet extrêmement délicat. Il faut qu'on soit capable d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, et avec quels moyens on le fait. Et donc ça, c'est un point important. Et on aura d'ailleurs, que ce soit sur ce sujet-là ou sur tous les autres sujets, aussi à faire un retour d'expérience sur ce qu'on vient de connaître. Et le ministre a souhaité que le CNA, le Conseil national de l'alimentation, puisse être mis à contribution pour réaliser ce retour d'expérience. Et puis je terminerai par un cinquième point, qui est la question, parce que ça ne paraît pas forcément clair à tout le monde, et c'est parfois un peu difficile à gérer, c'est la question de la clarification de la répartition des compétences en interadministration. Alors bien sûr, on s'entend extrêmement bien, donc il n'y a pas de souci, c'est fluide. Moyennant quoi, on peut peut-être quand même améliorer un petit peu les choses. Et il n'est peut-être pas complètement logique que, parce qu'on fait à un moment donné, on ne sait plus qui fait quoi, ça peut être le risque. On a le suivi des agréments. Moi, je revendique qu'effectivement, on puisse s'assurer le suivi de la qualité sanitaire des produits, au moins microbiologique. Parce que sinon, on a un trou dans la raquette. Je vais le dire un peu vulgairement de cette façon-là. Même si on a beaucoup échangé, et on est habitué à échanger en interadministration. Mais je pense que ce dispositif de répartition, qui résulte d'un protocole de 2006, qui est un protocole formalisé, mérite d'être revu. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Virginie Beaumenier, mon homologue de la DGCCRF, et on est d'accord tous les deux sur le fait qu'il faut qu'on se pose ces questions-là pour améliorer le dispositif. Voilà, Madame la Présidente, les quelques points de synthèse que je pouvais vous présenter. Merci beaucoup, c'est plus qu'une synthèse. Merci de l'intérêt de votre présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues qui veulent bien se manifester. Le premier étant Marc Tonis. Merci Madame la Présidente. Toujours difficile pour des parlementaires d'intervenir dans ce type de dossier, j'allais dire en sachant qu'il y a la vie,
Il y a des concurrences effrénées auxquelles sont soumises les entreprises, et puis aussi des pertes de moyens. Je crois qu'entre 2005 et 2012, les moyens de la DGCRF et vous-même avaient été considérablement affaiblis. Néanmoins, 4 questions. La première, ces interventions en disant rien, autocontrôle, pourtant faisant apparaître des traces de salmonellose, aucune communication, 2009, 2011, 2014, est-ce que vous, question très précise, est-ce que vous les avez demandés lors de vos contrôles? Est-ce qu'ils ne vous ont été pas transmis sciemment par l'entreprise concernée? La deuxième question, vous avez devancé dans les préconisations que vous faisiez une question que je me posais. Ce partage de compétences entre la DGCRF et vous-même, pour nous, apparaît un peu abscon. Est-ce qu'il vous apparaît toujours pertinent? Troisièmement, il me semble qu'en 2014, la Cour des comptes avait pointé une ambiguïté, je crois, un peu un conflit d'intérêts avec vous-même, enfin votre administration, qui est à la fois chargée du développement et en même temps du contrôle. Et en s'interrogeant sur est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir ici-là une source à ce que la partie contrôle soit difficile de la part de vos services sur le contrôle, ce qui expliquerait qu'il y ait une certaine, entre guillemets, bienveillance, je crois que c'était les termes, mais en tout cas, c'en était l'esprit. Et enfin, dernière question, est-ce que vous ne pensez pas que dans cet esprit de clarification, il y aurait intérêt à mutualiser des services entre la DGCRF et vous-même, par exemple ceux des enquêtes? Il est un peu surprenant d'avoir 2 services dans 2 administrations différentes intervenant dans le même champ et, semble-t-il, sur des missions extrêmement proches, si ce n'est identiques. Merci Marc. La parole est à Jean-Pierre Moga et ensuite à Jean-Marie Jensen. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord vous remercier, monsieur, pour la clarté de votre exposé, parce que c'est vraiment très clair, très intéressant. Moi, dans une autre vie, je me suis occupé de qualité de procédés. Et donc, vraiment, je vous remercie, parce que ceux qui n'ont pas de notion de ce qu'est le contrôle de qualité et des procédés de fabrication industrielle, et notamment dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, pardon, peuvent comprendre avec la manière dont nous avez exposé les choses, ce qui se passe. Moi, je suis assez choqué, effectivement, qu'avec les défauts qui ont été trouvés au cours des ans, en cours de fabrication, l'entreprise n'ait pas pris elle-même des mesures, parce que quand on a ce type de problème, on met en place des contrôles renforcés, on cherche les causes, c'est la première des choses pour pouvoir les annuler. Et je suis assez surpris que ça n'ait pas été fait, que des lots n'aient pas été bloqués, qu'il n'ait pas été contrôlé après quasiment à l'unité, à la palette, voire en dessous de la palette pour voir ce qu'il y avait. Mais enfin, moi je fais entièrement confiance à votre mission d'inspection et à vos inspecteurs pour voir ce qui n'allait pas. En plus, ce sont des entreprises, d'après ce que j'ai vu, qui étaient ISO 9000, qui sont 14 000, qui sont 22 000. Donc rien qu'avec ça, normalement, on a toute une batterie de contrôles qu'on doit mettre en place. Et puis, une entreprise telle que la Thalys doit tendre d'elle-même vers l'excellence et également la transparence. Bon, enfin, j'espère que, et je pense que vous trouverez où sont les problèmes et les causes de cet accident qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves. Il y a un deuxième point, par contre, que je voudrais aborder, c'est celui qui touche le problème des retraits au niveau de la grande distribution. Parce que autant il faut tendre vers le risque zéro, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais, et que quand on a des défauts critiques de ce type qui passent sur des fabrications, il faut pouvoir les retirer rapidement de la distribution. Or, apparemment, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre, il y a eu un certain laxisme au niveau des retraits.
Si, quand même, on a retrouvé, quelque temps après, dans certaines, en distribution, dans les rayons, un certain nombre de produits. Les distributeurs avaient été alertés, apparemment, hein, si je ne m'abuse, et n'avaient pas retiré. Est-ce que vous allez aussi, à ce niveau-là, regarder si les procédures ont été bien appliquées et s'il ne faut pas les renforcer? Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre. La parole est à Jean-Marie Jensen et ensuite à Serge Babary. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Donc le CETA, accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, est entré en vigueur à titre provisoire le 21 septembre dernier, avant une éventuelle rectification au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc cet accord prévoit notamment l'ouverture du marché européen à un contingent annuel de 65 000 tonnes de viande bovine. De même, le Mercosur, qui est en cours de négociation avec le pays d'Amérique du Sud, prévoit l'ouverture d'un contingent annuel de 130 000 bêtes. Au-delà de l'aspect concurrentiel de la saturation du marché et de tels accords engendrent, c'est bien la qualité de la viande qui est menacée. En effet, lorsque les bêtes françaises sont nourries à 80% d'herbe en moyenne, les bêtes canadiennes et brésiliennes sont nourries dans des parcs industriels à 80% de maïs OGM, souvent complétés par des farines animales. Ceci sans compter les compléments hormonaux. Au Canada, pas moins de 6 stimulateurs de croissance hormonaux sont homologués. Donc ma question, comment la Direction générale de l'alimentation compte-t-elle protéger les consommateurs, les éleveurs et la qualité de la viande dans un tel contexte de libéralisation du marché européen? Quelle est votre position et comment les défendrez-vous sur ce sujet crucial? Merci beaucoup. La parole est à Serge Babary, ensuite à Daniel Grémillet. Merci, Monsieur le Directeur général. Je reviens simplement à quelques éléments de votre propos liminaire où vous nous indiquiez faire un travail de benchmarking. Je pense que ce serait intéressant que vous nous indiquiez quelques éléments de comparaison, surtout en matière de contrôle, qui pourraient éclairer notre information en regard de ce que vous nous avez décrit, et surtout dans les préconisations que vous prévoyez. Prise de parole courte et efficace. La parole est à Daniel Grémillet, ensuite à Catherine Procaccia. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais effectivement vous remercier pour votre intervention et en même temps rendre hommage aux équipes qui sont sur le terrain, qui nous permettent effectivement, même si on est en train de faire une audition sur une affaire, mais qui permettent quand même globalement aux consommateurs français d'avoir une sécurité alimentaire que je pense beaucoup de pays peuvent nous envier. D'où ma question. Quels sont les contrôles que vous effectuez sur les produits que les consommateurs français sont susceptibles de consommer, qui viennent des autres pays de l'Union européenne et qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne? Ma deuxième question, c'est vous avez évoqué une évolution assez significative des contrôles dans les lieux de production et notamment effectivement de vous intéresser encore de plus près sur les contrôles et les autocontrôles d'ambiance. Il serait intéressant, pour rejoindre la discussion que nous avons eue un peu avant, que vous expliquiez effectivement jusqu'où vont... J'avais pris l'exemple du manche à balai, s'il y a un manche à balai... Non, mais ce serait intéressant, au-delà des discussions qu'on a eues ensemble tout à l'heure, de montrer ce que ça veut dire les autocontrôles d'ambiance. Je crois que ce sera pour nous très, très important. Et puis, dernier point, c'est celui de la traçabilité. Parce que vous avez parlé de meilleure information des consommateurs. Je pense qu'effectivement, vous avez complètement raison. Mais il y a un besoin de traçabilité. C'est une question que j'avais posée la semaine dernière. La traçabilité entre l'usine et le premier client, vous l'avez, tout le monde l'a. Donc la sécurité de retrait, l'information, elle peut être connue, elle peut très bien fonctionner. Mais vous savez comme moi que le produit, il peut être 2, 3, 4 clients successifs avant d'arriver au consommateur. Et là, pensez-vous pas qu'il faudrait qu'on fasse évoluer le niveau de traçabilité? Très bien, la parole est donc à Catherine Procaccia. Je ne vois pas d'autres demandes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, vous avez tiré, des grandes lignes de votre futur plan d'intervention en disant qu'il fallait revisiter le danger salmonelle, en particulier dans le contexte environnemental.
et annoncer que l'ensemble des installations françaises de poudre de lait allaient être contrôlées. Est-ce que ça sous-entend que ce qui est arrivé chez Lactalis peut être arrivé chez d'autres producteurs de poudre de lait ou pourrait arriver? Et sous-jacent, est-ce que vous avez eu connaissance du fait que d'autres producteurs de poudre de lait auraient, depuis l'affaire Lactalis, entrepris ces contrôles, donc qui ne sont pas, si j'ai bien compris, la poudre à la sortie de la production, mais dans la salle? Est-ce que ça a incité d'autres entreprises à aller un petit peu plus loin dans le processus? Merci. Merci Catherine. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Oui, je vous en prie. Oui, merci. Alors, je souhaiterais savoir, monsieur, quels sont... alors, c'est moi qui parle. Oui, voilà. Oui, vous avez parlé des contrôles chez le personnel. Alors, je voulais savoir combien de contrôles ont eu lieu. Est-ce que ce sont des contrôles réguliers? Parce qu'il y a des contrôles et des contaminations manipulées quelquefois. Et il faudrait qu'il y ait des contrôles réguliers sur le personnel avec plusieurs types de prélèvements différents pour qu'on puisse vraiment savoir si quelqu'un est porteur ou non d'une salmonelle. Parce que les sérotypes qui ont été retrouvés chez Lactalis, ce ne sont pas des sérotypes qu'on retrouve comme ça au quotidien. Donc, c'est quand même particulier. Donc là, il y a quand même une question à se poser, la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qui concernant les analyses qui sont faites. Vous avez parlé de salmonelle environnementale, mais c'est pas dans l'air comme ça. Hein. Ça peut être sur des surfaces. Il y a des analyses qui sont faites de l'aérobiocontamination notamment, dans certaines salles, notamment dans les salles blanches. Et il y a également sur l'ensemble du matériel de suivi et de préparation. Alors, dans vos propos, vous dites qu'il y a eu la partie qui concerne la stérilisation, en tout cas, au moment de la lyophilisation, je suppose, et que les premières analyses concernant les poudres, quand elles sont faites par les différents procédés, n'avaient pas de salmonelle. Or, à un moment donné, au moment du conditionnement, on retrouve à certains moments, et peut-être sur certains lots, parce qu'il y a eu plusieurs lots consécutifs, qui ont été contaminés, d'après ce que j'ai pu lire et d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, il ne s'agissait pas d'un seul lot et d'un seul jour de préparation, parce que les numéros de lot, les dates de péremption et tout ce qui concerne la DLUO, bon, ce n'est pas forcément le même jour. C'est sur des séries, c'est sur des quantités. Donc, à mon avis, je ne sais pas, je ne suis pas contrôleur des services concernés, il y a des personnes qui sont probablement porteuses de ces salmonelles. Parce que si plusieurs lots différents, faits différents jours, avec des dates de péremption différentes, ont été contaminés, il y a un problème. Les problèmes concernant l'environnement, les analyses de l'eau, les analyses de l'environnement, du matériel, et du matériel qui sert notamment à la préparation, in fine, et au conditionnement, il y a un problème. Donc, je pense que les analyses, enfin, d'après ce que vous dites, il y a eu probablement des analyses qui ont été faites, il y a eu des traçabilités, il y a eu en interne un certain nombre de dysfonctionnements dans la mesure où antérieurement, vous avez bien dit, antérieurement, il y avait sur les autocontrôles un certain nombre de problèmes. Donc je crois qu'il y a un problème et il y a des endroits où on n'a pas forcément fait les bonnes recherches. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci Madame Jasmin. Alors je repasse exceptionnellement la parole à Daniel Grémillet pour quelques instants. Merci Madame. Non. Il exagère un peu. Non, elle est en prolongement. Merci Madame la Présidente et je m'excuse auprès de mes collègues. La question, elle est simple. Pour poursuivre l'intervention, parce que, Monsieur le Directeur, vous nous avez parlé beaucoup de contrôle d'ambiance et on va aller encore bien plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Je voulais juste poser une dernière question de la contrôle d'ambiance du lieu de consommation chez le consommateur. Qui est qu'on peut avoir des produits... Non, mais je suis très sérieux. C'est pour ça, excusez-moi, mais parce que... Voilà, je voulais rien dire d'autre, mais voilà. Très bien. Ok, je ne vois pas d'autres prises de parole. Moi, j'avais simplement une dernière question, mais qui est aussi un peu mon cheval de bataille, toujours un peu la même, sur l'information. Vous avez mentionné des progrès à faire sur l'information. Il me semble que toutes les personnes que nous auditionnons ici
déclarent avoir correctement fait leur travail, y compris l'entreprise baignée, qui nous dit avoir envoyé à l'ensemble de ses clients les numéros de l'eau qu'elles ont connus petit à petit, puis ensuite les distributeurs, puis ensuite la DGCCRF, puis ensuite vous. Il me semble qu'en réalité, la difficulté à retirer les lots, comme l'a dit notre collègue Jean-Pierre Manga, que ce soit dans la grande distribution, mais aussi chez les pharmaciens, vient aussi du fait que les consommateurs n'avaient pas un seul lieu, un seul endroit où aller chercher une information complète et totale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des dispositifs, pardonnez-moi de faire le parallèle, mais d'alerte enlèvement qui sont assez efficaces. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas avoir une alerte sanitaire avec un seul numéro, un seul lieu ou un seul site internet sur lequel les consommateurs pourraient aller chercher leur information? Merci. Répondre. Merci. Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Je vais rebondir sur la fin, sur la dernière. Parce que vous avez indiqué que toutes les personnes qui ont été auditionnées ont dit qu'elles avaient fait correctement leur travail. Moi, je n'ai pas dit qu'on avait fait correctement notre travail au niveau de la DGL. Je vous ai expliqué ce que l'on faisait. Hein. Ce que j'ai dit, c'est qu'à mon avis, les gens de la DDPP ont fait correctement leur travail. Oui. Et je vous ai expliqué la méthodologie qu'on développe et les audits auxquels nous sommes exposés. Et nous faisons l'objet de contrôle. Alors, pour revenir et essayer de reprendre les questions les unes après les autres et dans l'ordre cette fois, sur première question, monsieur le sénateur, sur la question des autocontrôles, ont-ils été vérifiés? La vérification des autocontrôles fait partie des points d'inspection dans les grilles et nous avons repris l'ensemble des rapports et il y avait une conformité indiquée dans les rapports d'inspection. Alors on n'a pas été questionné des inspecteurs pour savoir comment ils l'avaient fait, mais je considère qu'effectivement... alors, ça veut dire que, bien sûr, l'ensemble, je n'irai pas jusqu'à dire que l'entreprise a enlevé de la pile d'autocontrôle le résultat positif. Le problème, c'est quand on fournit des centaines, voire des milliers d'analyses, il est difficile pour un inspecteur d'aller contrôler l'ensemble. Et c'est ce qui s'est un petit peu passé, d'ailleurs, dans la nuit du 1er au 2 décembre, quand l'entreprise, à la demande de la DDPP, a commencé à transmettre par voie informatique l'ensemble des données. Il a fallu que la DDPP dise « on arrête ». Ce qu'il nous faut, c'est ce qui n'est pas conforme. Parce que sinon, on ne peut pas faire le tri. Voilà. Donc, il y a une question d'organisation. Vous exagérez, monsieur Denis. Non, pardonnez-moi, mais on est sur une question extrêmement importante. Vous nous dites que tous les autocontrôles avaient été transmis par l'entreprise. Après qu'il y a une masse, et je peux très bien comprendre... Non, c'est pas ce qui a été dit, Marc, je ne pense pas. C'est pour ça... Tous les contrôles reçus chez vous... Les rapports d'inspection de l'époque mettent en évidence que les autocontrôles étaient conformes. Ce que je ne sais pas dire, c'est si effectivement l'ensemble des autocontrôles, mais ça, de toute façon, l'investigation judiciaire le dira. Non, mais voilà. Est-ce que l'ensemble des autocontrôles ont été fournis? C'est bien ce qu'il me semblait avoir compris. Ce qui est clair, c'est qu'en 2017, ils n'ont pas été fournis. Merci. Puisqu'il a fallu les réclamer. Donc pour les années précédentes, je ne sais pas. Alors, vous avez parlé d'un partage abscon. Est-ce qu'il y a des compétences? Est-ce qu'il reste pertinent? Je pense que j'ai en partie répondu à votre question en indiquant qu'on discutait avec Virginie Maubonnier pour effectivement revisiter un petit peu le dispositif et le protocole de 2006. Troisième question que vous avez posée, alors là, sur laquelle je voudrais vraiment insister très lourdement. Vous avez indiqué qu'il y avait potentiellement un problème de conflit d'intérêts, potentiellement, si on fait du développement. Voilà. Mais je rappelle... Je dis, et j'ai écrit d'ailleurs à l'époque à la Cour des comptes sur ce sujet, pour rappeler que la DGL ne fait pas du développement. La DGL est une direction régalienne. Elle conduit des missions d'inspection et de contrôle. Et ça, j'y suis particulièrement attaché parce que c'est notre métier, c'est notre responsabilité. Et on n'est pas là pour faire du conseil. Il y a d'autres directions pour faire du conseil. Il n'y a pas un métier qui est plus noble que l'autre. Mais on a besoin d'avoir les différents métiers sans conflit d'intérêts. Et je revendique très clairement que la DGL conduise effectivement en toute indépendance ses missions d'inspection et de contrôle avec les services des DDPP. Et je demande très fortement à l'ensemble des préfets de toujours être très attentifs à la suite donnée aux différentes inspections. Et nous avons aussi la Brigade nationale d'enquête vétérinaire phytosanitaire qui nous amène à travailler beaucoup avec la justice d'ailleurs. Donc ça, c'est un point vraiment important sur lequel je suis toujours très en réaction. La mutualisation ensuite entre administrations. Alors c'est vrai que, vu de l'extérieur, on peut se dire effectivement, mais ils font la même chose et ils travaillent pas ensemble. En fait, les champs ne sont pas exactement les mêmes. Les services de la DGCCRF sont plutôt sur l'aspect concurrence, loyauté de la transaction,
contrôle de première mise sur le marché, et nous sommes plus sur l'aspect purement sanitaire. Et on le voit bien d'ailleurs, dans l'investigation qu'il y avait, autant sur l'investigation initiale, la DGCCRF était en charge du retrait-rappel des produits, selon le protocole, et il y a une enquête judiciaire, parce qu'effectivement, il y a des anomalies qui avaient été identifiées grâce à Santé publique France. Mais on voit bien que dès qu'on passe sur l'agrément, sur l'aspect technique, agrément sanitaire, ça repasse chez nous, et la capacité à conduire ces inspections et ces analyses pour savoir essayer de trouver la cause, voilà, il y a une ligne de partage qui n'est pas, c'est pas exactement la même chose, et il faut qu'on revisite cela pour essayer de mettre un peu plus de cohérence. Donc ça mérite d'être clarifié, mais il n'y a quand même pas similitude. Les compétences techniques ne sont pas les mêmes entre les différents services. Nous n'avons pas de compétences sur le code du commerce, sur les règles de concurrence, et la DGCCRF n'a pas vraiment des compétences sur l'aspect sanitaire. D'ailleurs, ils l'ont dit à plusieurs reprises dans ce dossier. Ensuite, donc un d'entre vous a évoqué le fait qu'il était choqué par le fait que l'entreprise n'avait pas pris de mesures de transparence, hein, et je peux qu'être d'accord avec ça. Hein. Ça relève de mes propos. Et vous avez parlé de la grande distribution. Je pense qu'il y a une défaillance très forte là, effectivement. Je ne comprends pas. Personnellement, qu'il y avait un rappel, il y avait un problème de santé publique. Et alors on sait que c'était une période où le commerce était en plein boom, hein, c'est les jours avant Noël. Mais pour autant, ça n'excuse pas, me semble-t-il, le fait que le tri n'ait pas été fait dans les rayons. Et il me semble que, en plus, compte tenu du nombre de boîtes limitées qui étaient dans les rayons, compte tenu du risque potentiel, il suffisait, quitte à en enlever trop, il fallait les enlever tous, en ce qui concerne la marque. Et de toute façon, au final, ils ont tous été enlevés. Mais ça, effectivement, c'est une défaillance qui ne doit pas se reproduire. C'est assez incompréhensible. Après, c'est toujours facile de jeter la pierre. Hein. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Ça me paraît une évidence. Oui, mais bien sûr, mais des retraits de produits, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, quelque part d'assez courant, où il n'y a pas forcément de situation dramatique. Ça peut être simplement d'ailleurs du qualitatif, c'est pas forcément un problème sanitaire. Mais là, c'est quand même quelque chose d'assez inexplicable, même si, effectivement, comme vous le disiez, Madame la Présidente, il y a la question des sources multiples, des lieux multiples. Mais pour autant, la liste des produits avait été mise sur Internet. C'est pour le consommateur, quand on parle de l'information du consommateur. Mais voilà, il y a une défaillance de la grande distribution, enfin de la distribution en général. Ensuite, une question un petit peu différente sur le CETA et le Mercosur. Alors, comment protéger le consommateur ? En fait, ces accords, de toute façon, c'est négocié par les États membres et par la Commission européenne. Les règles, alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, les règles sanitaires sont des règles sanitaires européennes, et il nous appartiendra de vérifier au niveau des contrôles à l'importation, puisqu'il y a un contrôle à l'importation au niveau de l'Union européenne, selon des règles qui sont d'ailleurs encadrées au niveau de l'Europe, que les produits respectent bien les standards que l'on impose aux pays membres du CETA ou du Mercosur. Sur le benchmarking. Voilà. Je pense qu'on aura cette discussion demain matin, lors de la PPR. Voilà. Vous avez bien noté ma précision oratoire. Votre précision. En termes de benchmarking, je vais vous donner 2 ou 3 chiffres. Puisqu'il y a alors on a plusieurs études de benchmarking, de parangonnage, devrais-je dire en français, sur les moyens consacrés à l'inspection dans les différents États membres. Et je vais prendre l'exemple d'une enquête pour laquelle on ne peut pas être taxé d'être intervenu, puisque c'est un cabinet privé qui a fait une étude pour le compte des autorités néerlandaises. Et cette enquête, cette étude, a fait une comparaison notamment pour les contrôles en remise directe. Hein, on ne parle pas d'établissements agréés, mais pour les contrôles en remise directe, il y a une comparaison entre la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. Alors, je vous livre les chiffres qui sont dans cette étude. En France, en remise directe, on consacre 0,3 € par habitant et par an. Aux Pays-Bas, on consacre 1,5 € par habitant et par an pour l'inspection, donc en remise directe. Donc ce sont les restaurants, les bouchers, les charcutiers, les supérettes, la grande distribution. En Belgique, 1,7 € et au Danemark, 2,4 €. Voilà.
Donc l'écart, c'est de 0,3 à 2,4, 2,4 étant le Danemark, 0,3 étant la France. Voilà, quelques éléments de benchmarking qui me semblent intéressants. Alors, ensuite, excusez-moi, benchmarking. Alors, contrôle aux frontières. Sur le contrôle aux frontières, il y a effectivement des contrôles qui sont réalisés sur les points d'entrée des produits ou des animaux vivants d'ailleurs sur le territoire de l'Union européenne. Alors, les points d'entrée, c'est ce qu'on appelle les PIF, les postes d'inspection aux frontières, sachant qu'un produit est contrôlé et dédouané en PIF, en poste d'inspection aux frontières, dans un État membre lambda, et ensuite il est mis en libre circulation. Donc là, voilà, c'est le dispositif. Ils sont peut-être amenés dans le cadre du Brexit d'ailleurs à remettre en place des contrôles aux frontières avec le Royaume-Uni. L'importance des autocontrôles d'ambiance ou d'environnement. Alors ces autocontrôles d'environnement, ils sont, dans le cas d'espèces, extrêmement intéressants parce que, en fait, si on contrôle les produits, alors comme je l'expliquais, le produit en sortie de tour, en général, il est quasiment stérile. Et a fortiori, il n'y a pas de salmonelle dedans. Il va se recontaminer après, le cas échéant, en fonction de l'environnement, de la salle de conditionnement, de la salle où les bacs se trouvent lorsque la poudre tombe de la tour d'atomisation. Donc on est beaucoup plus précis en faisant des contrôles, et on a beaucoup plus de chances de trouver les salmonelles en faisant des contrôles d'environnement, ce qu'on appelle les contrôles d'environnement. Alors, on parlait de manche à balai tout à l'heure. Effectivement, il y en a eu de trouvés sur des manches à balai, mais il y a aussi parce qu'en fait, il faut faire ce qu'on appelle souvent des chiffonnettes, c'est-à-dire qu'on frotte une surface donnée, mais c'est standardisé avec des surfaces en centimètres carrés, etc., pour retrouver les différents types de bactéries. Comme ça qu'on cherche les salmonelles dans les élevages de volailles, par exemple. Et on voit bien. Alors, à un moment, on a trouvé des salmonelles, pour vous illustrer la chose, en faisant des recherches sur les roues du Fenwick. Parce que le Fenwick, il circule dans la salle, et en fait, on en a trouvé. Vous voyez, donc en fait, c'est comme ça qu'on les trouve, et ces salmonelles vont pouvoir peut-être se multiplier parfois lorsqu'on est notamment en phase de nettoyage et d'humidification. Et puis la recontamination peut s'opérer et on retrouve les bactéries dans les produits, puisqu'après on en a retrouvé dans certains cas de figure. Donc là, tout l'intérêt, effectivement, est de chercher les contaminations de l'environnement de cette façon-là. On pourra même se poser la question au niveau des élevages. Parce qu'en fait, là j'ai indiqué que la salmonelle agona, dans cet épisode-là, manifestement ne vient pas d'un élevage bovin, mais les salmonelles dans les élevages de bovins, c'est quelque chose qui existe, comme dans les élevages de volailles, etc. Pour autant, il faut... potentiellement, mais là, voilà, les salmonelles sont des entérobactéries. Ce qui se passe, c'est que si on a un lait qui, à un moment donné, est contaminé, eh bien, en fait, on va pouvoir avoir des produits contaminés. On connaît bien ça en lait cru, par exemple. Donc, on a un sujet sur le dépistage, l'identification des salmonelles dans les élevages qui va se poser aussi de manière intéressante, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans un élevage, il y a peut-être 3% des élevages qui sont porteurs de salmonelles, mais il y a peu de vaches contaminées, et en fait, il s'agit de les identifier pour les éliminer. Et donc, dans le cas d'espèces, si on met en place des procédures sécurisées, le chauffeur ramène le lait, il est pasteurisé, il passe en tour d'atomisation, si jamais une salmonelle est détruite. Par contre, il faut qu'on s'assure que la salle où la poudre est manipulée ne peut pas être contaminée par l'extérieur, que le chauffeur ne peut pas rentrer dans la salle. Voilà, et rentrer la salmonelle dans la salle, ce sont des choses aussi concrètes que ça, parce que c'est pas de la science-fiction ce que je vous raconte là, c'est quand même la vraie vie en termes de contamination microbio. Donc il faut qu'on se pose la question à tous les stades, effectivement, de la maîtrise de la qualité sanitaire des produits, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'une aide de l'ANSES pour une évaluation scientifique. Donc ça me paraît important, et vraiment il y a un côté essentiel à ces contrôles environnementaux. Alors, sur la question, on contrôle l'ensemble des établissements, c'est pas que j'ai a priori des doutes sur le fait qu'il puisse y en avoir partout, mais il n'est pas exclu qu'on en trouve ailleurs. Il est important, de toute façon, qu'on n'attende pas le deuxième accident dans un autre établissement, et il est essentiel, effectivement, de revisiter l'ensemble. Alors, l'ensemble des usines qui fabriquent de la poudre, c'est 30-35 usines, donc c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. C'est au maximum 3 ou 4 usines dans un département. Donc il est important effectivement qu'on vérifie l'ensemble, qu'on s'assure que les autocontrôles sont bien réalisés, mais je pense qu'aujourd'hui les professionnels concernés ont tous reverrouillé leur dispositif, ça j'ai assez peu de doute là-dessus, mais on le verra dans les investigations, et qu'on collecte de la donnée pour faire cette évaluation scientifique que j'évoquais tout à l'heure.
Sur le contrôle du personnel, ensuite, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, tous les contrôles étaient négatifs. Alors en fait, ce sont des coprocultures qui ont été faites, puisque les salmonelles sont des entérobactéries. C'est toujours un peu traumatisant pour les personnels, hein, parce que quelque part, ils sont mis en cause. Et il n'y a pas de honte à avoir, j'ai envie de dire, mais tous les résultats étaient négatifs. Après, je ne pense pas qu'il faille systématiser régulièrement des contrôles du personnel. Il faut le faire en cas de besoin, parce qu'en fait, le sujet, c'est de maîtriser les procédures d'hygiène dans le plan de maîtrise sanitaire. Et l'intervention humaine, c'est lavage des mains, désinfection des mains, c'est les gants si besoin est, c'est la blouse propre, etc. Il n'y aurait peut-être rien de pire que de faire des analyses systématiques en ayant une fausse sécurité. Donc ça me paraît quelque chose d'important. Et puis il y a la question quand même de la relation humaine, où c'est quand même difficile pour le personnel, hein, de se sentir mis en cause en la matière. Sur la question du contrôle dans les salles et de la poudre, alors dans les salles, ce sont des surfaces, hein, qui sont contrôlées, comme je vous le disais tout à l'heure, et les contrôles de poudre, alors ça ne sert pas à grand-chose de faire un grand nombre de contrôles de poudre à la sortie de la tour d'atomisation. Hein. Vous avez compris pourquoi avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est plus important, si on fait des contrôles de poudre, de les faire après conditionnement, puisque ça aurait été potentiellement contaminé. Et puis le point sur l'information du consommateur, je pense que j'ai balayé à peu près toutes les questions. Effectivement, il faut qu'on renforce le dispositif et le système de traçabilité vis-à-vis du consommateur, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a des numéros de lot, mais on ne peut pas retracer. Alors, il y a sûrement des choses à faire avec les tickets de caisse, avec les codes barres qui sont enregistrés dans les caisses. Mais bon, ça, c'est un sujet pour le devenir, ça, pour le futur. Voilà. Très bien, il nous reste à vous remercier, Monsieur le Directeur Général. Merci, Mesdames, d'être venues également à cette audition. Voilà, vous soutenir. Merci à l'ensemble de mes collègues pour les questions. C'était effectivement un exposé extrêmement clair et très enrichissant. Donc, merci beaucoup. Voilà donc pour cette audition de Patrick Dehaumont, le directeur général de l'alimentation, un organisme rattaché au ministère de l'Agriculture. Il a affirmé, vous l'avez entendu, que Lactalis n'avait pas transmis les résultats d'autocontrôle positifs à la salmonelle de son usine de Cran. Le groupe laitier est au cœur d'une grave crise sanitaire après l'annonce en décembre dernier de la contamination par des salmonelles de 37 nourrissons en France. Lactalis qui est aujourd'hui bien visé par une trentaine de plaintes de familles de victimes de cette contamination. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.